Dans l'allée, la brume avait gagné du terrain et nimbait désormais les arbustes fauves qui jouxtaient la grille. Hélène l'avait remarqué en raccompagnant la dernière voisine, Madame Veuve du Bosc, à la porte. Elle l'avait suppliée de reprendre sa tourte à la viande, puis l'avait rassurée du mieux qu'elle avait pu. Oui, elle allait prendre un cachet pour dormir. Oui, elle passerait prendre un café demain. Non, merci pour votre gentillesse, Madame du Bosc. Mais je n'ai pas très faim. Et avec tout ce que les gens ont apporté, ça va être perdu. Sur le seuil, la petite femme courte et replète avait pris son visage entre ses mains de dame et lui avait dit, en la regardant dans les yeux, « Ma fille, il faut que tu sois courageuse. Le chagrin passe, c'est une question de temps. » Perdue dans les effluves de lac, de la chevelure permanentée de Madame du Bosc, Hélène avait pensé bien sûr que ça va passer. Mais pour l'instant, je ne sens rien. Rien du tout, Madame du Bosc. D'ailleurs, je n'ai même pas été capable de pleurer quand son cercueil a été descendu en terre. Mais Françoise Dubosc avait desserré son étreinte et s'éloignait maintenant à petits pas vers son pavillon beige, à quelques allées de là, en agitant la main. Hélène ferma la porte, puis se dirigea vers la salle à manger. Pendant qu'elle recevait, statufiée, les condoléances des uns et des autres, les femmes avaient débarrassé, fait la vaisselle, rangé la cuisine et les chaises. Et il ne restait plus sur la table qu'un petit bouquet d'hellebores et une boîte de caramel mou, offert par Johan, jeune frère de la défunte. Cette attention l'avait touchée. Johan savait qu'elle et David en raffolaient. C'était une de leurs activités favorites. Essayer d'articuler très sérieusement des répliques de leur film préféré, la bouche pleine de caramel. David gagnait toujours parce qu'il avait une meilleure mémoire, mais c'est elle qui avait remporté la dernière manche, quelques semaines auparavant. En produisant, la bouche et les dents encombrées de sucre, une parfaite imitation de Catherine Deneuve en blouse à fleurs, chantant « Emmène-moi danser ce soir » de Michel Thor, devant son lave-vaisselle. Un fou rire dangereux s'en était suivi, et il avait fallu se calmer, sous peine de mourir tous les deux étouffés. En y pensant, elle aurait préféré que ça se passe comme ça, qu'ils meurent tous les deux par suffocation en se tordant de rire devant la télé. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. D'ailleurs, prévoir quoi? Le téléphone avait sonné en pleine nuit. Le car qui ramenait leur quintette du festival de musique de chambre avait percuté un camion qui venait en sens inverse. Le chauffeur s'était endormi, etc. Mais elle ne voulait pas se rappeler de la scène de la morgue, ni même du moment où elle avait récupéré son violoncelle, bizarrement indemne au milieu des bagages éventrés. Elle prit une chaise, s'attabla et déballa un caramel qu'elle mâcha consciencieusement jusqu'à la disparition totale du sucre sur la langue. Elle contempla les hellebores en songeant amusée qu'autrefois, on en utilisait les graines pour soigner les états de démence. Elle remercia Johan, en pensée, pour la poésie qu'il savait mettre dans chaque chose. C'est ce que David appréciait le plus chez son frère. Elle espérait qu'il allait survivre aux prochaines semaines. À l'église, elle l'avait à peine reconnu tant son visage était défiguré par le chagrin, et elle s'en voulait de n'avoir rien trouvé à lui dire pour le réconforter. Une toute petite musique la sortit de sa torpeur. Schubert. Elle crut d'abord l'avoir rêvé parce qu'elle en connaissait tous les accords, puis quand le motif reprit, elle réalisa qu'elle était bien réelle. Elle se leva et fit le tour de la pièce pour en déterminer la provenance avant de comprendre qu'elle venait de l'étage. Elle monta les escaliers sans réfléchir et poussa la porte de la bibliothèque. La chanifie était allumée. Incrédule, elle appuya sur le bouton veille en s'agaçant intérieurement qu'un des invités ait eu le culot de rentrer dans une pièce où elle-même n'avait pas réussi à remettre les pieds depuis le drame. Les violons se turent en pleine montée et un profond frisson la secoua. Quel froid il faisait ici. Elle se serra dans son gilet en grelottant, poussa le radiateur au maximum, puis sortit en laissant la lumière allumée. Sa contrariété se noua en une seule et mince larme qu'elle laissa glisser sur sa joue alors qu'elle se brossait les dents. Elle l'essuya d'un geste bref et s'étonna de se reconnaître dans le miroir. Un tel événement n'était-il pas censé vous changer, vous transformer en profondeur, vous réduire à un cri ininterrompu? Non, elle était là, bien réelle, avec les mêmes joues et les mêmes yeux, le même grain de beauté au-dessus de la lèvre supérieure. Elle avala un comprimé en ne se quittant pas du regard, enfila son pyjama et se recroquevilla dans leur lit, immense. Elle tremblait de froid sous la couette épaisse qu'ils avaient choisie ensemble chez un détaillant suédois quand le sommeil l'emporta. Elle fit un rêve étrange et compliqué. Des rats sortaient par milliers d'un immense réfrigérateur dans lequel se trouvaient des morceaux de victuailles répugnantes. Elle devait s'en débarrasser au plus vite. Mais les rats continuaient d'affluer sans qu'elle parvienne à les chasser, et encore moins à saisir les plats qui rapetissaient à mesure que ses mains, quasi gelées, s'en approchaient. Elle se réveilla à bout de souffle, paniquée, et sentit soudain une main glaciale dans son dos.
Elle se retourna en hurlant. David était là, à moitié endormi. Il marmonna un « Arrête de gigoter et passe-moi le plaid. Je meurs de froid. » Elle alluma la lumière et lui tendit sans respirer la petite couverture mauve qui gisait à ses pieds. Elle n'y comprenait rien, mais, n'ayant aucun indice auquel se raccrocher, elle ne dit pas un mot et se blottit contre son long manteau noir pour essayer de le réchauffer. L'écriture est un excellent remède à l'attente. Oppression. Une masse de laquelle ne se détachent que des regards inquisiteurs. Au milieu, la petite fille tourmentée, prisonnière de l'épaisse forêt. Ma came, c'est les cris. Et je suis complètement défoncée. Respire par saccades, pousse, accélère, bloque l'inspiration, déforme l'expiration. Écrire, ça s'apprend. Ce n'est pas une mécanique huilée. C'est une mécanique qui s'entretient, se désosse, se recolle. Prisonnier, l'homme qui plonge. Les profondeurs aquatiques l'aspirent et m'absorbent jusqu'à la liquéfaction. Devenir un liquide qui coule le long des jambes. Des corps féminins sans séduction revendiquent leur féminité avec tellement d'impudeur. À quoi bon clamer sa liberté quand on n'est pas enchaîné ? Les autres, les écrits des autres, ceux qui sont si loin, ceux qui entourent, ceux qui encerclent, s'abreuver des mots des autres jusqu'à l'indigestion. Lorsque la liberté est arrachée aux hommes, ne subsiste qu'une béance aspirante. L'insolence de la vacuité nous abîme, peur qu'elle nous retienne et nous étreigne jusqu'à nous vider de notre essence. Écrire engage plus que tout, plus que la parole, plus que les gestes. La jeune fille a peur. À travers elle, la petite fille enfouie a peur aussi. Elle n'a pas conscience de sa féminité, ni même du danger qui rôde. Et pourtant, elle devine la menace. Au moment où elle lui touche le papier, tout devient matière brûlante et prend chair. La jeune fille au combat vain en apparence clame son innocence. La vie qui malmène. Elle s'enlise dans ses peurs et croit se noyer. Il lui faut un stylo, quelques feuilles et du courage pour qu'ils existent. Et l'empreinte du clavier en un instant foudroyant, éliminée. Afin de me contraindre à écrire au moins quelques lignes chaque jour de la semaine, autrement dit, afin de me sentir écrivain, j'ai un jour décidé d'entreposer sur toutes les surfaces disponibles et stratégiques de mon lieu de vie, de mon lieu de travail, de mes espaces de transit, de quoi écrire. C'est ainsi que les murs de mes toilettes, la porte du cagibi, le miroir de la porte d'entrée, la porte de mon casier, ma table de chevet, les poches de mon manteau, la porte du frigo, la fenêtre de mon bureau, furent tour à tour remplis ou recouverts de post-it, ronds, carrés ou rectangulaires, toutes couleurs et formats confondus. C'est dur d'écrire. Le problème numéro 1, ce n'est pas la forme, le style, le support, l'originalité, la première personne du singulier, ni même la marque du stylo ou la typo Times New Roman qui vous sort par les trous de nez. Le problème numéro 1, c'est le temps. Écrire. Encore faut-il avoir le temps de s'asseoir. S'asseoir sans se précipiter sur sa boîte mail débordante d'impératifs et d'injonctions. De prendre une grande inspiration. Ne pas avoir le souffle coupé par le planning qui se remplit au fil de la journée, les choses qu'on a trop repoussées et qu'il va falloir implacablement affronter. De boire une gorgée de café, réaliser la dose de caféine qu'on a déjà ingurgitée, se rappeler les antécédents familiaux de troubles cardiovasculaires, de regarder par la fenêtre et voir que le pneu avant-gauche de la 205 est dégonflé. Merde, faut s'en occuper. Écrire 8 heures d'affilée, pour moi, c'est impensable. Ça a quelque chose de fou, de magique même. Madame Estevez, la voisine, perplexe sur le palier, ne m'ayant pas vu partir ni revenir. La 205 inerte sur le parking, toquant frénétiquement, allant chercher le look de la clé, me trouvant dans le salon, ahuri, échevelé, boule qui essaie, me frottant la tête. Je me confronte au monde, Où suis-je ? caché. Prisonnière de la pixelisation. Nous avons tous besoin de lumière. La théorie de l'écran. Exister en coulisses, ne plus penser par soi. Le monde en transit se la coule douce sur les fenêtres ouvertes de mes écrans. L'écran en veille. Veille sur mon attention, ma faculté de penser, veille sur moi. Il m'envoie des signaux. Il réveille mes émotions. Je pleure devant le journal télévisé, je pleure devant L'amour est dans le pré, je pleure devant le résultat des élections européennes, je pleure devant les abus de l'aide sociale à l'enfance. Je crie, je ris, je me révolte.
L'écran me fait voir le monde. Je vois la guerre en Syrie, je vois la guerre en Palestine, je vois la guerre en Irak, je vois la guerre partout. L'écran me fait connaître le monde. Je connais la politique, je connais l'agriculture, je connais la Virginie, je connais la mer et la montagne. Je connais la pêche, je connais l'amour, je connais l'homme. Le tourbillon. Le temps n'existe plus, je peux tout voir et revoir. Une angoisse et hop, une réponse. J'ai peur, je n'ai plus peur. Je ne sais plus si c'est le jour ou si c'est la nuit. Et je sature. Le post-it sait garder son intimité. Tout le monde l'utilise, mais comme aide-mémoire attitré, moyen de communication rapide, petite unité cellulaire autonome. Je finis par disposer les post-it dans des gros cahiers, page après page. Ça me permet de tout visualiser sur un plan à la fois horizontal et superposé. Ce chaos organisé, ça me plaît. Des fois, je me prends à rêver que tout cela constitue déjà un récit en soi, qu'il n'y a pas besoin de chercher l'agencement parfait, la linéarité, la narration canonique, que réécrire tout au propre, avec un début et une fin, est totalement absurde. Tous les écrans, avalés, ingurgités, le raz-de-marée s'abat sur mes silences, entraîne et entraîne encore les pensées dans tous les sens, suce mon attention, ça tape dans la tête, les images s'entrechoquent, je les prends par surprise, j'appuie sur stop. Je lis. Je plonge dans un temps incertain. Je suis dans le présent, au bord de mon vide intérieur. Les lignes sont vivantes. Plus je lis, plus je suis sensible. Plus je suis sensible, plus j'écris. Il m'en a fallu du temps pour plonger dans le vide de l'écran. L'écran est mon amant. Et c'est toujours avec le livre que je m'endors.